Bien, bonjour à tous. On va énumérer un petit peu les relations entre les courbures rachidiennes en soulignant les nombres de vertèbres, la notion de nombre de vertèbres et des points d'inflexion. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'historique de la bibliographie sur l'équilibre sagittal, mais je vais commencer par faire quelques références à Stagnara en 1982, qui avait eu donc cette approche du plan sagittal en différenciant le dos statique et dynamique et en mettant en corrélation la pente sacrée avec les lordoses et les syphoses. Ensuite, c'est Düring en Hollande qui, sur une population de gens normaux et de patients normaux et pathologiques, soulignait les différents angles que l'on a à traiter actuellement et qui sont assez similaires. Incidence pelvienne, version pelvienne et pente sacrée. Et puis l'article princeps, qui est celui de Le Guay et Duval-Beaupère, qui nous permet donc de mettre en exergue l'incidence pelvienne comme paramètre morphologique et facteur clé. Donc, on en arrive aux relations géométriques entre la pente sacrée et les arcs de lordose. L'article de Bertoneau en 2005 a souligné l'aspect biomécanique des choses, à savoir sur la base des arcs de cercle tangents, l'arc inférieur qui passe du promontoire jusqu'à l'apex, et cet arc inférieur est quasiment de relation géométrique la pente sacrée. Ensuite, l'arc supérieur qui va de l'apex jusqu'au point d'inflexion, et ce point d'inflexion justement qui est non pas fixe et anatomique, mais qui est variable en fonction des différents types de dos et en fonction de l'inclinaison du plateau sacré. On voit ici la construction géométrique de la lordose lombaire, comme dans la diapo précédente, avec la théorie des arcs de cercle, l'arc inférieur jusqu'à l'apex, et ensuite l'arc supérieur jusqu'au point d'inflexion. Et puis on en arrive à la description de la classification de Roussely qui a été mise en exergue en 2005. Alors je vais prendre quelques minutes pour la rappeler. Le type 1 avec la longue syphose thoracolombaire et l'hyperlordose lombaire basse. L'apex est très bas et le point d'inflexion est lui aussi plus bas que la jonction thoracolombaire anatomique et qui se situe aux environs du disque L2-L3. Le type 2 est harmonieux. Les deux courbures, lordose lombaire et syphose thoracique, sont à peu près équivalentes. On a un peu plus de nombre de vertèbres incluses dans la lordose lombaire, avec un point d'inflexion qui s'élève un tout petit peu plus et qui se rapproche de la jonction thoracolombaire. Par contre, c'est tout plat. Ces deux types-là ont une pente sacrée inférieure à 35. Ensuite, le type 3, pour les pentes sacrées entre 35 et 45, englobe un peu plus de vertèbres dans la courbure lombaire, avec cette courbure lombaire qui gagne en amplitude et en nombre de vertèbres incluses. Et puis le type 4, dans les fortes pentes sacrées, où là, la lordose lombaire est très importante en termes de nombre de vertèbres et en termes d'angulation. Et comme il y a une relation et une corrélation assez proche entre l'incidence pelvienne et la pente sacrée, on a tendance à dire que le type 1 et le type 2, c'est plutôt des incidences pelviennes basses, et le type 3 et le type 4, c'est pour des incidences pelviennes plutôt normales à élevées. Alors, tous ces types, ils ont des différences et ils ont des points communs, et à ce niveau-là, on peut ouvrir des tiroirs. Les différences sont effectivement les pentes sacrées qui sont différentes, et ainsi que le nombre de vertèbres incluses dans la courbure lombaire. Et ensuite, on a les points communs, à savoir une lordose proximale et une syphose proximale assez constante pour ces types, avec un racébario qui doit être à l'aplomb entre les têtes fémorales et le plateau sacré. Alors maintenant, parlons de l'effet anatomique et la différence entre le bassin étroit et le bassin large. Et là, on voit que dans les bassins étroits, qui sont des bassins très verticaux, dont l'axe antéro-postérieur est très petit, l'incidence pelvienne dicte sa valeur pour ces bassins étroits et qui se rapproche beaucoup plus des bassins des primates, à contrario du bassin large, où les incidences pelviennes sont plutôt élevées. C'est des bassins qui offrent de fortes possibilités de rétroversion, bien évidemment jusqu'à
jusqu'à un certain point où l'extension des hanches limite la chose. Et puis, on a cette notion de bassin antéversé qu'on a voulu expliquer. Regardez ce jeune homme qui se tient debout de manière plutôt équilibrée. Vous avez la courbure lombaire et la courbure thoracique qui sont plutôt harmonieuses. Et puis, quand on commence à s'intéresser à son bassin, il a un bassin qui est très vertical, les têtes fémorales sont juste en dessous du plateau du sacrum, une incidence pelvienne à 36 et puis une version pelvienne qui est négative. Alors, par conséquent, il a une pente sacrée qui est importante, mais ça nous interpelle. Et on s'est posé la question donc de caractériser ces bassins antéversés et de regarder quelle était leur proportion dans une population asymptomatique. Et on a mené ce travail pour finalement inclure, on l'a publié en 2017, et pour finalement inclure que ce bassin antéversé était plutôt statistiquement des types 3 antéversés, c'est-à-dire une pente sacrée entre 35 et 45, donc une pente sacrée plutôt importante. Par contre, ils appartenaient à un groupe où l'incidence pelvienne était très basse, ce qui faisait partie de ce groupe-là et qui rejoignait plutôt le groupe du type 1 et du type 2. Là, vous voyez qu'il représente à peu près sur une population qui a un âge qui a un âge moyen de 27 ans, qui représente 16% de cette population, qui ont une incidence pelvienne qui est plutôt basse et une lordose lombaire assez accentuée. Et on voit sur ce nuage de points la corrélation entre la pente sacrée et l'incidence pelvienne. Et là, on arrive à ouvrir des tiroirs qui sont très intéressants. Si vous prenez une limite de 50, au-delà, vous avez le type 3 en vert, la pente sacrée est entre 35 et 45, le type 4 au-dessus. Et pour les incidences pelviennes plus basses, on voit que pour les pentes sacrées inférieures à 35, on a le type 1 et le type 2, et puis le type 3 antéversé qui arrive à trouver son entité, qui est celle des pentes sacrées supérieures entre 35 et 45 avec une incidence pelvienne basse. Et là, on arrive à situer ce bassin antéversé entre les deux. Un bassin étroit qui a une pente sacrée faible et une incidence pelvienne faible, qui est assez étroit, l'axe antéro-postérieur est très petit, avec une inclinaison du plateau sacré qui est très faible et le promontoire qui dépasse la ligne des crêtes iliaques. Le bassin antéversé qui a une pente sacrée entre 35 et 45 avec une incidence pelvienne basse, qui lui est aussi étroit avec un sacrum assez long, mais avec un plateau sacré qui s'incline un peu plus par rapport à l'horizontale, et puis le bassin large pour les pentes sacrées un peu plus importantes et les incidences pelviennes plus importantes, et qui retrouvent un axe antéro-postérieur plus large et un sacrum plus court. Et curieusement, on retrouve une corrélation entre les points d'inflexion et la pente sacrée et l'incidence pelvienne, où plus le point d'inflexion est proche de la jonction thoracolombaire, plus les valeurs d'incidence pelvienne et de pente sacrée sont plus fortes, c'est-à-dire plus de recrutement de vertèbres dans la courbure lombaire pour les pentes sacrées importantes et pour les incidences pelviennes importantes. Alors, je ne vais pas faire l'affront à Solène Prost puisqu'elle va nous parler des corrélations, puisqu'elle va les détailler dans le topo qui vient juste derrière moi. Donc, juste pour dire que la lordose lombaire la corrélation avec de la lordose lombaire avec la pente sacrée est plus importante que celle avec l'incidence pelvienne, que l'arc inférieur de lordose est très bien corrélé avec les lordoses, qu'elles soient anatomiques ou les lordoses globales, et que l'arc supérieur est plutôt corrélé avec la kyphose thoracique. Ça, c'est une classification, je ne vais pas vous la détailler, élargie à l'ensemble des rachis observables et qui permet de voir l'évolution dégénérative de ces types qui ont été décrits dans le travail de Sebaili et de Pierre Roussoli, et qui réfèrent à chaque type une évolution dégénérative propre et spécifique. Je vous remercie.